de la Côte d'Ivoire à travers les douaniers, les policiers, les gendarmes, pour qu'ils puissent savoir que telle œuvre est une œuvre contrefaisante et qu'il faut saisir. Parce que cela n'est pas fait. Donc c'est un travail vaste et le ministère des Mines et de l'Industrie, avec qui nous partageons la propriété intellectuelle, a introduit avec nous-mêmes un décret pour que nous puissions donner plus de moyens à nos brigades de lutte contre le piratage. Donc c'est un phénomène qui va, je pense, être progressivement maîtrisé. Vous trouverez les mesures rigoureuses pour régler ce phénomène. Alors Germaine, donnez juste 2 minutes au ministre. Monsieur le ministre, vous avez relevé les préoccupations des téléspectateurs. Oui. On nous fait signe que votre intervention suscite un engouement important au sein de la population. C'est à croire que nous n'avions pas eu tort de dire que vous bouillonnez dans votre milieu. Donc répondez aux questions. Bien, je réponds à M. Kouakou, qui est un agent de l'action culturelle. Il pose la question sur l'indemnité de risque. Oui, effectivement, c'est un dossier que nous traitons au sein du ministère, mais ce dossier évolue très bien. Il est sur la table du gouvernement et la réponse sera donnée en temps opportun. Très bien, allez-y. Et donc, monsieur Dominique, oui, dit pourquoi le ministère n'écrit pas. Non, le ministère, effectivement, nous avons dans le cadre de la promotion du livre, la création d'une bibliothèque. La bibliothèque actuelle sera totalement reconstruite, pas sur le même site, mais sur notre site. C'est un projet? Oui, ce projet est terminé. Il démarrera en 2015. Ça fait partie des plans du gouvernement. C'est ce qu'on appelle la bibliothèque de la Renaissance africaine, qui aura un volet physique et un volet numérique. C'est une bibliothèque qui sera construite dans le cadre des partenariats publics-privés. Il coûtera 50 milliards de francs CFA. Il sera entièrement financé par des privés. Et l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, a trouvé un espace à cet opérateur. Et nous sommes en train de finaliser le contrat. Et les travaux devaient pouvoir démarrer en 2015 pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir une bibliothèque digne de la Côte d'Ivoire. Mais nous avons des bibliothèques régionales à créer à travers les centres culturels intégrés que nous créerons dans les 12 capitales régionales et la capitale de Yamoussoukro, donc 13 centres régionaux qui vont coûter pas moins de 5 milliards chacun. Et ces centres régionaux de la culture auront des salles de spectacle, un musée, une bibliothèque. Mais nous encourageons les maires et les présidents des conseils régionaux à construire des bibliothèques dans leur région et dans leur commune. Ceci pour que le livre soit proche des populations. Et nous, en tant que ministère, nous entendons soutenir ces initiatives dans ce sens. Alors, M. Marcel Billet pose une préoccupation intéressante. Il parle de la présence des arts du primaire au supérieur. Oui. Je pense que c'est une question que nous pouvons traiter en relation avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais à l'école primaire, les maîtres initient les enfants au dessin, au chant et autres. C'est la présence de l'art. À l'école, au secondaire, nous avons des professeurs d'art plastique, des professeurs de musique. Et donc, nous pensons que jusqu'à la terminale. Et donc, cela existe déjà. Il faut peut-être renforcer. Il faut renforcer. Voilà. Il faut renforcer. Je suis d'accord avec lui qu'il faut renforcer. Alors, je crois que ce sont les questions qu'il a posées. Ce sont les questions. Voilà. Germaine, le ministre vous écoute. Merci. Bonsoir, monsieur le ministre. On parle de patrimoine. Quand on parle de patrimoine, on a à l'esprit tout de suite la ville de Grand Bassam, qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire et cette ville gagnent concrètement? Que gagne la ville? Oui, bien sûr. Parce que c'est une question qui revient très souvent. Oui, bien sûr. Le patrimoine, de façon beaucoup plus générale, n'est pas spécifique à Grand Bassam. Nous allons revenir à Grand Bassam. Mais qu'est-ce qu'on entend par patrimoine? Il faut qu'on explique les choses simplement. C'est la richesse que nous avons en héritage. Vos parents vous laissent un patrimoine, c'est fait d'une maison, d'une plantation, de l'argent liquide. Mais le patrimoine, il est matériel, il est aussi immatériel. L'immatériel, c'est l'éducation que vous avez, ce sont les musiques, ce sont les chants, ce sont les proverbes. Donc, dans le cadre du patrimoine matériel, nous avons des biens qui ont une qualité, une beauté
une importance exceptionnelle et pour cela, c'est bien doit être classé. Classé d'abord sur la liste nationale pour que ces biens aient une protection. C'est ce qui a été fait de Bassam depuis les années 80. Et nous avons d'autres biens, d'autres sites en Côte d'Ivoire qui sont classés sur la liste nationale. C'est les montagnes, les pierres de Awakro, ce sont les mosquées de type soudanais du Nord et d'autres sites naturels comme le parc de la Comoé, etc. Et parmi ces biens matériels, certains ont une valeur exceptionnelle très grande et qui méritent d'être inscrits sur une liste plus importante qui est la liste du patrimoine mondial. Ainsi, pour faire ce que faire partie des merveilles, des grands sites qui méritent d'être vus. Alors, Grand Bassam, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, qu'est-ce que la ville attend, qu'est-ce que la ville va gagner? Évidemment, c'est le premier bien culturel que la Côte d'Ivoire a classé. Il n'y avait jamais eu de bien culturel classé avant. Et ceci nécessite la mise en place d'un mécanisme progressif, mis en place par les techniciens, par l'État, par les bailleurs de fonds, afin de rendre concret les bénéfices de ce patrimoine. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire en sorte que les bâtiments qui ont une beauté spécifique puissent être réhabilités. Il s'agit de faire en sorte que la ville de Grand Bassam, qui était une ville boisée, puisse recouvrir toute sa verdure d'antan. Il s'agit de faire en sorte que les populations de Grand Bassam, les maires, les populations locales puissent tirer tout le profit qu'ils méritent. Qui paye la réhabilitation? Et donc, une étude des études, donc 2012, le bien est inscrit. Il faut maintenant faire des études pour évaluer le coût de la réhabilitation de ces maisons. Il faut budgétiser. Donc, 2012, nous avons travaillé pour financer l'inscription. Il faut maintenant prévoir un budget pour démarrer les études. Et le budget des études a été mis en place en 2013-2014. Et aujourd'hui, les études sont en cours. Le Premier ministre, il y a quelques semaines, quelques mois, je pense il y a 1 mois et demi ou 2, a lancé de façon solennelle le démarrage des études de Grand Bassam. Et les études sont en cours et elles doivent pouvoir être achevées d'ici la fin de cette année, début de l'année prochaine. Un bâtiment a été sélectionné pour faire pour servir de test. C'est l'ancien palais de justice de Grand Bassam qui fait l'objet d'un accord tripartite entre la mairie de Grand Bassam, l'Association internationale des maires francophones et l'État de Côte d'Ivoire pour que ce bâtiment puisse servir de modèle. Et ce bâtiment est en train d'être réhabilité. Les équipes sont en place et cette réhabilitation va coûter près de 600 millions. 600 millions qui va être financé entièrement par l'État de Côte d'Ivoire. Et sur la base de ce travail, parce que ce bâtiment est le plus vieux, le plus dégradé, si nous réussissons à le faire, et les techniciens certifiés vont le réussir, ce travail est fait sous la supervision de l'UNESCO, qui a fait 2 missions déjà, plusieurs missions, la dernière date d'un mois. Ce travail test va permettre de réaliser les autres à moindre coût et avec une expertise avérée, parce qu'il faut dire que c'est la première fois que cela se passe en Côte d'Ivoire. Et les expertises sur le terrain n'existent pas. Elles se font avec l'encadrement de certains experts qui ne sont pas nombreux et l'UNESCO. Donc, ce que Grand Bassam va avoir, c'est Grand Bassam va avoir une ville presque neuve, avec une importance multipliée par X, parce que ça va attirer le tourisme. Mais ce que Grand Bassam va gagner, c'est que les travaux de réhabilitation vont générer de la création d'emplois, puisque tous les matériaux qui vont servir vont être créés sur place. Donc, c'est environ 1000 à 2000 emplois qui vont être créés, parce que c'est près de 100 bâtiments à réhabiliter. Et vous avez demandé qui va financer. Le financement se fera en partenariat avec les privés. L'État de Côte d'Ivoire prendra aussi en charge le financement, il a déjà commencé, parce qu'il faut dire qu'il y a deux types de bâtiments. Il y a des bâtiments de personnes privées comme vous, comme moi, et puis il y a des bâtiments qui appartiennent à l'État. Comme la justice. Voilà. La justice Paris, oui. Voilà. Et donc, si vous avez une maison, vous voulez la réhabiliter, c'est à vous qui déciderez. Si vous dites que vous n'avez pas les moyens, que vous verrez avec un privé. Donc, on sera tout à fait
flexible, mais l'État a un cadre dans ces questions-là. Un partenariat public-privé peut permettre de réhabiliter certains bâtiments. Et l'État aussi peut décider de réhabiliter certains bâtiments. Et nous pensons que, à partir de l'année prochaine, de façon concrète, mais les choses ont commencé. Et je dois féliciter, saluer le maire de Grand Bassam, qui a commencé déjà à mettre en œuvre la partie qui revient à la mairie et aux populations de Grand Bassam. Très bien, Germain, il faut continuer parce qu'on est vraiment dans ce genre. Le reboisement de la ville a commencé et donc l'animation culturelle a commencé. Voilà. On reste sur la question de Grand Bassam. Je voudrais vraiment savoir, il y a une évaluation en février 2015 de l'UNESCO. Est-ce que vous pensez que la ville sera prête à vraiment maintenir sa position sur la liste? Oui, bien sûr. L'UNESCO sait très bien que les mécanismes sont longs. C'est pour cela que, inscrit en juin 2012, l'UNESCO a placé son évaluation presque 3 ans après. Parce que l'expérience montre que entre l'inscription et le démarrage effectif des travaux de restauration, de réhabilitation, on met 2 à 3 ans. Et donc, nous sommes dans les délais tout à fait normaux, puisque nous avons vu l'inscription du bien en 2012, mais moins de 2 ans après, tous les mécanismes recommandés par l'UNESCO sont en mouvement. L'étude est en cours, elle est faite sur la supervision de l'UNESCO, la restauration des bâtiments est en cours, les financements sont prêts, c'est un financement, l'État de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a son financement qui est prêt, la mairie de Grand Bassam a son financement qui est prêt, l'association des maires francophones. Donc, c'est tout cela que l'UNESCO regarde et va constater que les travaux de restauration sont en cours et donc il n'y a pas de crainte que Grand Bassam perde son statut de ville inscrite au patrimoine mondial. On travaille bien et nous sommes encouragés par l'UNESCO et il n'y a pas de crainte. Je rassure la population qu'il n'y aura pas de crainte. Merci, Monsieur le ministre, pour votre optimisme. Nous partageons aussi cet optimisme. Et je voudrais, pour la question qui suit, on a connu en Côte d'Ivoire une période glorieuse des festivals culturels, dont le Festival national du théâtre scolaire. Comment faire revenir cette activité qui crée vraiment l'émulation dans l'école, à l'école plutôt? Oui, c'est une question spécifique, mais il est bon de saluer d'abord l'effervescence dans ce secteur. Nous avons salué dans notre introduction. Oui, ça je le reconnais. Et le festival créé par l'État de Côte d'Ivoire, mais surtout le festival que créent les collectivités locales et des sociétés privées, des personnes privées. Et c'est une très bonne chose parce que cela permet de valoriser notre patrimoine immatériel. Vous avez combien de festivals, Monsieur le ministre? De mémoire, je peux vous citer, je vais les citer nommément, pour quelques-uns. Le FASSA, le Festival des Arts Sacrés de Savane, de Zanzan. 4, nous avions noté. Sans le privé. Nous avons une bonne dizaine de festivals créés par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Culture dont nous sommes partenaires, mais il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Et nous devons avoir pas moins d'une vingtaine de festivals dans le pays. Et si on dénombre des manifestations culturelles qu'il y a dans les quartiers, dans les villes, dans les communes, nous pouvons avoir plusieurs. Alors pour revenir au théâtre scolaire, oui, le théâtre scolaire a permis de détecter des talents, les Oubanan, les Marie-Louise Asseux, et qui font le beau jour de notre théâtre. Malheureusement, ce festival a été un moment arrêté et aujourd'hui, nous travaillons spécifiquement sur un autre événement qui est Vacances Culture et les autres festivals qui sont créés. Je suis en train de voir avec mes collaborateurs dans le cadre de la relance du théâtre, avec l'INSAC, avec le SINAC et mes collaborateurs, comment nous pouvons créer un festival qui permette, pas seulement aux élèves, mais à toute la population d'acteurs de théâtre, de faire mieux le théâtre. Donc ce sont des travaux qui se font en profondeur. Il faut qu'on ait des textes, mais il faut juste qu'on ait des salles. Voyez-vous, si vous n'avez pas de salle, vous ne pouvez pas encourager le théâtre. Toutes nos salles, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, sont en travaux. C'est le cas du Palais de la Culture. Nous avons pu, avec le soutien du chef de l'État, à travers le PPU, à l'occasion de sa visite dans le Bélier, dans le Baquet, puis réhabiliter
le centre culturel Jacques Aka. Que Donc, vous avez apprécié. et nous avons le centre culturel, la salle de spectacle de l'Institut français qui était fermée. C'est maintenant que ce centre, l'Institut français vient d'ouvrir et il ne sera pas fonctionnel avant plusieurs mois. Donc, le sinistre du théâtre est lié à un ensemble de facteurs et le théâtre va renaître quand on aura des salles de spectacle, que l'acteur de théâtre sait qu'il peut se produire dans un espace. Donc, nous travaillons à cela, mais c'est progressivement que les choses vont se mettre en place. Ce qui est plus simple, nous le faisons. Et je crois que vous l'avez déjà souligné, l'effervescence, le bouillonnement dans le secteur des arts de la scène. Monsieur le ministre, avec votre permission, avec certainement celle de Germain Bonny, nous allons repartir rejoindre Laetitia Manglé, justement, pour relever quelques préoccupations de vos compatriotes. Alors, Traoré Abou, nous avons un deuxième jet de 6 préoccupations. D'abord, M. Yao Laza qui nous appelle des 2 plateaux. Il est étudiant à l'INSAC. Il aimerait savoir ce que le ministère fait pour l'insertion socio-professionnelle des étudiants diplômés de l'INSAC. Deuxième question, M. Honda qui nous appelle de Bingerville. Il aimerait aussi savoir quelles sont les mesures de protection que le ministère prend pour les artistes et pour leurs œuvres. Ensuite, troisième préoccupation, celle de M. Boka du plateau d'Okuy. Il veut en savoir plus sur les enquêtes sur les objets volés au musée des civilisations et comment se fait le choix de cofinancement des festivals. Sur quels critères le ministère se base pour choisir les festivals à financer. Et nous allons terminer avec 2 souhaits. Le premier, c'est celui de M. Traoré Amidou. Il nous appelle de Cocody. Il est acteur culturel et il souhaite que le ministère de la Culture les assiste un peu plus dans la réalisation de leurs projets. Et M. Eliam Niamke qui nous appelait d'Angré. Il souhaite que la brigade mise en place par le ministère de la Culture comporte en plus des policiers, les artistes, les producteurs et les distributeurs. Voilà, Traoré Abou. Très bien. Monsieur le ministre, nous allons nous permettre quand même d'élaguer quelques questions. Je pense qu'en matière de mesures de protection pour les artistes et leurs œuvres, je pense que vous aviez été très clair par rapport à toutes les dispositions légales qui sont en train d'être prises. Nous allons donc commencer par cette question de l'INSAC. Oui, je pense vous voulez quand même ajouter... Oui, moi je pense que sur la protection des artistes, de leurs œuvres, il a bien parlé des artistes, mais oui, les artistes, je dois le souligner, on doit la protection de leur vie et une meilleure qualité de vie. Vous savez que quand ils sont malades, c'est des appels à la détresse, c'est des SOS, nous trouvons que cela est dégradant. Avec le bureau d'âge, nous avons décidé de mettre en place une police d'assurance pour que les artistes puissent se soigner et faire face à ces charges de santé. Le bureau avait mis en place un système qui ne fonctionnait pas très bien et j'ai dit au conseil de gestion et à Madame le directeur général que nous devons fonctionner comme toutes les autres sociétés de droits d'auteur, nous adresser à des spécialistes de la protection sociale. C'est comme cela que nous avons pu obtenir une police d'assurance avec une société de la place. Et cette assurance permet aux artistes, aux souscripteurs de se faire soigner dans toutes les cliniques de la Côte d'Ivoire, sauf 2, dont je n'ai pas besoin de citer les noms pour ne pas faire la publicité. Mais toutes les grandes cliniques de Côte d'Ivoire, tous les hôpitaux acceptent les artistes, moyennant 10 000 francs. Parce que le bureau d'âge et le ministère, nous prenons la moitié en charge. C'est ce que nous appelons la part patronale. C'est une assurance de 240 000 par personne. Le ministère et le bureau d'âge, nous prenons la moitié. Il reste la moitié à payer par l'artiste. Cette assurance couvre l'artiste, son conjoint ou sa conjointe et 4 enfants pour 10 000 francs par mois. Nous pensons que cela aussi, c'est la protection des artistes. Vous aviez apprécié. Hein, voilà, et donc oui, nous invitons les artistes à souscrire à cette assurance parce que quand le malheur arrive, on dit mais qu'est-ce que le ministère a fait? Qu'est-ce que le ministère a fait? Pour vous aider, nous rappelons que cette assurance a été signée en octobre 2013. Voilà, donc, et je dois rappeler que bon, c'est une mauvaise nouvelle, nous le savons. Guedouin Lafleur nous a quittés, mais s'il a pu pendant longtemps résister à la maladie et être traité dans de bonnes conditions, parce qu'il a été un des premiers à souscrire à cette assurance.
et il est mort dans des conditions dignes dans une clinique, c'est vrai. Le chef de l'État a apporté un appui en prise en charge, mais c'est cette assurance qui a permis à Dieudonné Lafleur de faire face aux charges et ce qui lui a permis d'être traité dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, j'ai déjà parlé de la pression juridique. Oui. Alors, par rapport au diplômé de l'UNISAC, effectivement, les diplômés de l'UNISAC font comme tous les Ivoiriens. Le recrutement de la fonction publique se fait par concours. Et c'est la fonction publique qui ouvre le concours. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'ouverture de concours, mais nous pensons que ce sera fait et je pense que des dossiers sont en préparation et le ministre de la fonction publique travaille à cela. Nous pouvons rassurer nos jeunes artistes diplômés de l'UNISAC que des recrutements pourront être faits, mais et le directeur général de l'UNISAC est là. Nous travaillons à l'UNISAC pour que nous réformions les curricula de cette école. Les métiers d'art sont des métiers libéraux. Nous devons former nos jeunes à être des entrepreneurs culturels. Pour que quand ils sortent de l'UNISAC, ils n'attendent pas de rentrer à la fonction publique pour être fonctionnaires. Qui créent la société de promotion culturelle, qui créent des artistes. On a des artistes, ils sont chanteurs, ils sont peintres, mais quand ils sortent, quand ils ont leur diplôme, ils cassent leur toile, ils cassent leurs plumes, ils cassent leur encre, et puis ils attendent de rentrer à la fonction publique alors qu'ils peuvent être des grands artistes. Mais c'est parce que le curricula ne les forme pas à l'entrepreneuriat. Vous y avez pensé? Oui, bien sûr, l'UNISAC travaille à ça, des séminaires ont été faits, la réforme qui est en cours d'être mise en place, qui est mise en place d'ailleurs, c'est de former désormais les jeunes qui rentrent à l'UNISAC à devenir des artistes qui se prennent en charge ou à devenir des opérateurs culturels. Donc c'est ce qui va permettre de mettre fin à cette situation de diplômés qui attendent d'être engagés à la fonction publique alors que l'art est un métier libéral. Est-ce qu'il y a une subvention de l'État à ces jeunes qui vont Non, c'est comme tous les diplômés, celui qui sort de l'université, qui sort avec... il attend, comme tout le monde, c'est pas parce qu'il sort de l'UNISAC qu'il doit avoir une subvention, non. Merci ils attendent tous, mais nous voulons qu'ils ne soient pas obligés d'attendre, qu'ils ont des métiers, on leur apprend à pratiquer des métiers, il faut qu'ils sortent et qu'ils s'installent. Certains sont des peintres, d'autres sont des sculpteurs, d'autres sont des musiciens, d'autres sont des hommes de théâtre. Ils doivent pouvoir créer leur entreprise culturelle et c'est l'objectif que nous visons maintenant pour ne pas qu'ils soient obligés d'attendre comme les autres. Donc c'est ce que je peux dire à ce jeune frère, mais en attendant, on peut les assurer que des recrutements pourront être faits, qu'ils soient patients. Des objets volés, sur cette question. Oui, au musée, c'est pas facile. Écoutez, un voleur... est un voleur, ça veut dire qu'il n'expose pas l'objet volé, il n'expose pas l'objet volé et il faut dépenser encore beaucoup pour pouvoir retrouver l'objet. Nous disons que nous avons lancé des appels, nous avons suivi des démarches, répertorié les œuvres par Interpol et par d'autres brigades internationales. Nous avons lancé des appels, mais nous attendons, nous n'avons pas encore retrouvé ces objets volés. Mais notre souci, c'est de faire en sorte que nous ayons un musée plus sécurisé, un musée beaucoup plus moderne, et nous avons en prévision la construction d'un nouveau musée qui pourrait être construit auprès du Palais de la Culture à Trècheville, un musée aux normes modernes qui puisse être mieux sécurisé. Cela fait partie de nos projets. Alors... c'était des suggestions. Oui, c'est sûr. C'est des suggestions, ce sont des propositions. Alors, comment on trouve le financement, le cofinancement, le financement des festivals. Les festivals sont des initiatives de certains acteurs qui peuvent être des activités privées. Mais la plupart du temps, le ministère, ce que nous soutenons aujourd'hui, c'est les festivals qui ont fait leur preuve. La preuve de leur sérieux, la preuve de leur efficacité. Nous prenons le festival d'Assalfo, le festival d'Anmabo. Il a organisé ça pendant plus de 4-5 ans. Quand nous sommes arrivés, nous avons estimé que ce festival méritait d'être soutenu par le ministère. C'est ce que nous faisons. Donc le festival de Daoukro, qui est fait par un jeune qui s'appelle Lakoto, ce festival existe depuis près de 10 ans. Ce jeune homme se bat chaque année par ses propres moyens. Et nous avons décidé de l'aider. Le festival La Bissa, ce grand festival, cet grand événement,
n'a jamais obtenu le soutien de l'État. Depuis l'année dernière, nous obtenons de soutenir ce festival. Le festival, le Popo Carnaval de Beaunois, qui est un grand festival. Donc, nous apportons un appui, d'abord à l'existant, pour ne pas que ces festivals-là disparaissent, parce qu'ils ont montré déjà leur qualité. Il faut faire la preuve aussi. Il faut faire la preuve. Maintenant, ceux qui ont des festivals sous leurs bras, ils peuvent avoir le soutien. Le soutien du ministère n'est pas que financier. Il peut être technique, il peut être fait en conseil, et puis nous pouvons leur conseiller des partenaires privés qui financent des festivals. Donc, c'est ce que nous pouvons dire à ces compatriotes. Ali, merci, bonsoir d'être venu. Monsieur le ministre, Oui. vous êtes face à Lydia Rassouna. Oui. Bonsoir, bonsoir à vous, monsieur le ministre. Essentiellement, avec moi, on va parler de la francophonie également de l'année 2014, consacrée par vous-même, année de la mémoire et de la reconnaissance. D'abord, la francophonie, c'est l'actualité, monsieur le ministre. Le 15e sommet de l'OIF vient de se tenir à Dakar. Comment les Africains ont perdu la tête de l'OIF? N'y avait-il pas une personnalité qui pouvait faire l'unanimité pour que l'Afrique reste à la tête de cette organisation? Posé de cette façon, on penserait qu'il y a péril à la demeure. Or, il n'en est rien du tout. La francophonie est une famille faite de tous ceux qui ont en partage la langue française. La francophonie visitée aujourd'hui grâce au leadership et au rayonnement que le président Abdou Diouf lui a donné. La francophonie visitée par les pays n'est même pas la langue française en partage. Le Ghana, notre voisin, qui parle anglais, est membre de la francophonie. Et nous avons pu avoir cette année des pays qui ne sont pas forcément pays de langue française qui ont adhéré à la francophonie. C'est les États-Unis du Mexique, c'est le Kosovo, c'est le Costa Rica. Pour vous dire que la francophonie, ce n'est pas que l'Afrique, c'est une grande famille, c'est plus de 70 pays qui se répartissent sur la planète. Alors, donc, il n'y a pas à faire un drame du fait que la tête du secrétaire général ne soit pas la secrétaire générale. Bon, ça dépend de ce qu'on attend par africaine. Nous, on la considère comme une africaine. Elle est noire, elle est haïtienne, on sait l'histoire d'Haïti. Haïti même négocie pour entrer à l'Union africaine pour dire que Haïti est africain. Donc, la francophonie, c'est une famille, c'est un esprit, c'est une vocation à l'universel, au partage, à la fraternité. Et les choix se font de façon consensuelle. Et c'est vrai que pendant longtemps, la tête de la francophonie a été toujours africaine, mais parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de candidats. Il n'y avait pas beaucoup de candidats, et donc le consensus se faisait très facilement sur un candidat. Or, cette fois-ci, l'Afrique a présenté 4 candidats. 4 candidats, et n'a pas pu avoir de consensus sur ces candidats. Justement, on veut savoir pourquoi il n'y a pas eu de consensus. Mais écoutez, il n'y a pas eu de consensus parce que chaque pays a maintenu son candidat. Après l'Afrique du Nord, qui a eu pour secrétaire général Boutros Ghali, il y a eu l'Afrique occidentale avec le président Abdou Diouf. Donc on s'attendait naturellement à ce que ce soit un candidat de l'Afrique centrale qui prenne la tête. La preuve, l'Afrique occidentale n'avait pas pris de candidat. L'ancien président malien de la transition qui avait posé sa candidature a dû retirer. Ceci pour ne pas que l'échec de l'Afrique soit imputé à l'Afrique occidentale. Et il se trouve que l'Afrique centrale avait 4 candidats. Vous pensez que Michaëlle Jean fera une bonne secrétaire générale? Oui, bien sûr. Elle a une très bonne expérience. C'est une journaliste émérite. Elle a été gouverneure du Canada.